La bataille d'Actium est considérée comme l'une des batailles les plus importantes et décisives de l'histoire ancienne et a eu un impact durable sur la politique et la culture du monde occidental. Après des années de disputes et de tensions entre Octavien et Marc-Antoine pour le contrôle de l'Empire romain, l'affrontement final eut finalement lieu lorsque les flottes navales des deux camps se rencontrèrent à Actium en l'an 31 avant Jésus-Christ. C'est de cela que nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir vaincu les troupes de Sextus Pompée, fils de l'ancien ennemi de Jules César, et après avoir humilié son ancien allié en l'expulsant du second triumvirat et en l'envoyant en exil, tout allait très bien pour le jeune Octavien. Cependant, en contrepartie, tout allait mal pour son principal rival, Marc-Antoine. Antoine n'avait aidé Octavien dans sa lutte contre Sextus Pompée que parce qu'il voulait du soutien pour sa propre campagne contre l'Empire parthe. Le général avait même respecté sa part de l'accord en envoyant 120 navires pour aider l'héritier de César. Cependant, le jeune Octavien n'envoya que 2000 hommes en renfort, ce qui fit subir à Marc-Antoine une défaite humiliante face aux navires. Toutefois, ce ne fut pas la pire partie, car sa défaite fut si significative que même son image publique en tant que chef militaire fut ébranlée. C'est alors qu'un autre problème survint pour Antoine, rendant sa vie encore plus difficile. Après le traité de Brindès, qui mit fin à une courte guerre entre Octavien et Marc-Antoine en l'an 40 avant Jésus-Christ, Octavie, la sœur d'Octavien, épousa Antoine dans une démarche visant à renforcer les liens entre les deux dirigeants afin de préserver le second triumvirat. Cependant, Antoine avait entamé une relation avec la puissante reine d'Égypte, Cléopâtre. Souhaitant n'accorder son attention qu'à elle, il décida de renvoyer Octavie à Rome. Voyant est une bonne opportunité, Octavien lança une propagande de tous côtés, affirmant que ce geste était une trahison pour tout Romain, car il avait rejeté une épouse romaine pour épouser une maîtresse orientale. Cela cause un nouvel affaiblissement de l'image publique du général, renforçant encore plus Octavien. Ainsi, en l'an 36 avant Jésus-Christ, la relation entre les deux se détériora encore davantage, car Octavien, dans un nouveau coup politique, voulut se montrer au peuple comme un homme non autoritaire, se présentant en réalité comme un grand homme uniquement soucieux du bien-être des masses. Pour y parvenir, il fit une proposition qu'il savait que Marc-Antoine refuserait. Octavien suggéra que les guerres civiles romaines étaient une chose du passé et par conséquent que le second triumvirat n'était plus aussi nécessaire. Pour cette raison, si Antoine faisait de même, il était prêt à renoncer à son titre de triumvir et à abandonner le pouvoir qui y était associé. Comme prévu, Antoine refusa, ce qui fit fonctionner parfaitement le plan d'Octavien, donnant à son rival une image d'autoritaire, tandis qu'il était vu presque comme un idéaliste, soucieux du peuple. 2 ans plus tard, en l'an 34 avant Jésus-Christ, les tensions montèrent de nouveau à Rome après que Marc-Antoine eut envahi le royaume d'Arménie. Mais, à la différence du désastre qu'avait été son invasion précédente, cette fois-ci, il eut beaucoup de succès, réussissant à mettre les Arméniens et toute leur armée à genoux. Enorgueilli par sa victoire, le général commença à distribuer des titres et des honneurs à ses proches et protégés, faisant de son fils, Alexandre Hélios, le souverain de l'Arménie, et accordant à sa maîtresse Cléopâtre le pompeux titre de reine des rois. On ne sait pas si Antoine cherchait à offenser Rome d'une manière ou d'une autre avec cette action, mais il y parvint. Octavien utilisa encore une fois cette situation pour en tirer profit, affirmant devant le Sénat romain que le geste de Marc-Antoine, consistant à attribuer un titre aussi grandiose à une reine étrangère, signifiait qu'il cherchait à diminuer Rome. En plus du fait que cela affaiblissait Rome aux yeux du monde, c'était surtout un signe de faiblesse pour les nations ennemies. Peu de temps après cette crise, le 1er janvier de l'an 33 avant Jésus-Christ, Octavien devint, une fois de plus, consul de la République romaine. Dans un acte qui provoqua la fureur d'Antoine, il ouvrit la session suivante du Sénat en prononçant un discours contre Marc, affirmant catégoriquement que l'octroi de titres à ses parents,
la concession de territoires qui auraient dû rester sous le contrôle de la République à des alliés et surtout le fait de donner à une reine étrangère un titre de grand prestige étaient des affronts inacceptables pour tout Romain. Il déclara également que le général était plus intéressé par la satisfaction de ses désirs personnels que par ceux du peuple romain. Beaucoup soutinrent ce discours d'Octavien. Cependant, à sa grande surprise et déception, plusieurs autres sénateurs ne l'apprécièrent pas, affirmant que le discours du jeune homme avait pour seul but d'affaiblir Antoine, visant ainsi uniquement à renforcer Octavien et non Rome. À cause de cela, plusieurs sénateurs s'éloignèrent d'Octavien, car, après longtemps, il semblait que Marc avait l'avantage. Mais ce n'était qu'une apparence. À l'automne de l'an 32 avant Jésus-Christ, Octavien obtint enfin ce qu'il désirait tant. À cette époque, deux alliés de Marc-Antoine, Lucius Innacius Plancus et son neveu Marcus Titius, croyant que le pouvoir du général était en déclin, décidèrent de changer de camp et fuirent à Rome. Dans des circonstances normales, cela n'aurait été qu'une des nombreuses trahisons politiques courantes à Rome. Cependant, le changement de camp de Lucius Plancus bouleversa tout le destin du monde occidental, car il permit à Octavien d'obtenir le testament secret de Marc-Antoine caché dans le temple de Vesta. Au grand malheur du général, les informations contenues dans le testament scandalisèrent toute Rome. Il stipulait qu'après sa mort, toute sa fortune reviendrait à ses enfants et à Cléopâtre. De plus, il déclarait que ses enfants régneraient comme monarques sur les territoires qu'il avait conquis et précisait qu'un luxueux tombeau devait être érigé pour qu'il y soit enterré avec sa reine. En possession de ces informations, Octavien les lut aux sénateurs, qui se révoltèrent immédiatement contre le contenu du testament. Cependant, l'impasse fut créée par Octavien lui-même. Il souhaitait que le Sénat déclare immédiatement la guerre à Antoine et Cléopâtre, les considérant comme des ennemis de Rome. Toutefois, les sénateurs hésitaient à entreprendre des actions militaires contre un héros romain. Mais, comme Octavien ne laissait rien ni personne contrecarrer ses ambitions, il poursuivit les sénateurs soutenant Antoine et, dans un brillant coup de rhétorique, affirma qu'il ne déclarait pas la guerre à Marc-Antoine, mais à une ennemie du peuple romain, Cléopâtre, et à un traître de la République. Cette stratégie porta ses fruits et à la fin de l'an 32 avant Jésus-Christ, le Sénat déclara la guerre au régime de Cléopâtre en Égypte. Beaucoup s'attendaient à ce qu'Antoine abandonne Cléopâtre et revienne du côté de Rome, mais il ne le fit pas, choisissant de rester à ses côtés. Cela poussa le Sénat à lui retirer tous ses pouvoirs officiels, ainsi qu'à le qualifier de hors-la-loi et de traître. Toutefois, à ce moment-là, au grand désarroi d'Octavien, environ 40% du Sénat, accompagné de 2 consuls, quittèrent Rome pour rejoindre Marc-Antoine. Le chaos complet et absolu s'installa alors dans la République romaine. Et beaucoup savaient que la plus grande bataille de tous les temps était sur le point de commencer. Octavien et Antoine allaient s'affronter pour décider, une fois pour toutes, qui gouvernerait Rome et le monde occidental. Par la suite, Octavien fit traverser ses troupes par la mer Adriatique afin d'affronter Marc-Antoine près d'Actium. Au même moment, Agrippa prit des mesures pour interrompre les lignes de ravitaillement de l'armée d'Antoine, causant de nombreux problèmes au général. Bien qu'étant en position de force, Octavien décida de ne pas attaquer les hommes d'Antoine par voie terrestre, car il considérait cela comme un risque inutile et peu judicieux. Il préférait, en revanche, combattre en mer, où il savait que sa marine pourrait vaincre plus facilement les forces de ses ennemis. Cependant, aucun des camps ne prenait d'initiative décisive, et ce manque d'action finit par causer des problèmes imprévus à Octavien. Beaucoup de ces hommes ne supportaient plus d'attendre le moment décisif pour attaquer, et, révoltés et démoralisés, désertèrent en faveur d'Antoine. Antoine, contrairement à Octavien, ne rencontra pas ces problèmes, parvenant à maintenir la loyauté de ses hommes et commandants. Mais c'est alors, après une longue attente, que les combats commencèrent. Octavien envoya sa flotte capturer la ville grecque et le port de Métone, une région qui avait déjà été fidèle à Antoine. Cependant,
Prendre cette localité ne fut pas facile, car les défenseurs décidèrent de lutter avec toute leur force et une brutalité extrême pour survivre. Malgré leur courage, ils finirent par être vaincus. Bien qu'étant un génie militaire sur terre, Marc-Antoine n'était pas de taille face à un grand stratège comme Octavien en mer. Vaincu, il décida de déplacer ses troupes vers Actium, où la marine et l'armée d'Octavien avaient établi leur campement. Mais, cette fois, il était prêt à porter le coup décisif aux forces d'Octavien. Déterminé à triompher, Antoine amena 290 navires à Actium, ainsi que 50 embarcations de transport pour défendre cette gigantesque flotte. Octavien disposait de 350 navires. Toutefois, même si ces hommes étaient plus expérimentés et qu'il avait le génial Marcus Vipsanius Agrippa à ses côtés, cette fois, Antoine semblait avoir une chance de l'emporter, car ses navires étaient bien plus grands et mieux armés. Mais le sort en était jeté. Le 2 septembre de l'année 31 avant Jésus-Christ, la Seine était prête pour la plus grande bataille navale de l'histoire romaine. Antoine prit ses premières initiatives et ordonna à ses embarcations de se diriger vers la haute mer. Une fois sur place, elles purent voir les navires d'Octavien se mettre en formation de combat. Il convient de souligner que Cléopâtre était également présente sur le champ de bataille, se positionnant derrière les lignes d'Antoine. Cependant, comme toujours, Octavien avait l'avantage, car l'héritier de César avait réussi à obtenir les plans de bataille de Marc-Antoine. Ce dernier comptait utiliser ses plus grands navires pour repousser la flotte d'Octavien à l'extrémité nord de sa ligne. Mais comme Octavien était déjà au courant de cette stratégie, il donna l'ordre à sa flotte de maintenir ses navires hors de portée. Le temps passait et il fallait agir. Peu après midi, Antoine étendit sa ligne au-delà de la protection de la côte et décida enfin d'affronter la flotte d'Octavien. Mais ce ne fut pas une bonne idée. Les hommes d'Octavien étaient bien mieux entraînés et avaient passé leur vie à perfectionner des techniques de combat extrêmement efficaces, comme heurter le navire ennemi tout en anéantissant l'équipage du pont supérieur à coups de flèches et de pierres lancées par des catapultes. Lorsqu'ils affrontèrent les marins inexpérimentés d'Antoine, ce fut un véritable carnage. À ce moment-là, voyant le désastre se profiler, Cléopâtre prit une décision. Suivant les ordres qu'Antoine lui avait donnés avant la bataille navale, elle ordonna à son escadron de navires d'essayer de pénétrer au centre de la flotte d'Octavien. Voyant une brèche s'ouvrir dans les formations d'Agrippa, Cléopâtre donna l'ordre de faire avancer ses navires, ce qui poussa Antoine à ordonner à tous ses navires de tenter de percer les lignes d'Octavien. Il mena personnellement l'assaut et réussit, tant bien que mal, à atteindre le centre des forces navales d'Octavien. Mais cette stratégie échoua, car Agrippa ordonna à ses navires positionnés sur les flancs d'attaquer le reste de la flotte d'Antoine des deux côtés. S'ensuivit un immense carnage, les navires d'Agrippa et d'Octavien détruisant des dizaines d'embarcations d'Antoine, tandis que celui-ci et Cléopâtre restaient impuissants, observant la scène. Alors que sa puissante flotte était anéantie, tout était désormais en péril, ce qui fit craindre à Antoine non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de Cléopâtre. Au milieu de ce désastre, Antoine ordonna aux 90 navires encore intacts de s'éloigner des forces d'Octavien afin de se repositionner à Alexandrie. Une partie de ses troupes, qui avaient assisté au combat depuis la terre ferme, se replia également, recevant l'ordre de rejoindre leur chef à Alexandrie. Antoine avait complètement perdu le contrôle des voies d'approvisionnement de ses troupes. En conséquence, après un peu plus d'une semaine, plusieurs commandants de l'armée de Marc-Antoine décidèrent d'abandonner le combat, jugeant impossible de vaincre Octavien. Pour cette raison, ils préférèrent se rendre sans combattre. À la fin des hostilités, Marc-Antoine avait perdu une immense partie de ses troupes et vu sa flotte presque entièrement anéantie. De plus, à son plus grand malheur, il vit son plus grand ennemi, Octavien, faire un pas de plus vers le contrôle total de Rome. Cependant, la lutte n'était pas encore terminée. Marc-Antoine et Cléopâtre n'avaient pas renoncé, obligeant Octavien à continuer sa poursuite des amants.
Mais ceci est une histoire pour la prochaine vidéo. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Je vais m'arrêter ici, alors à la prochaine vidéo.